Salut à tous, bienvenue dans ce 13-30. On est le 6 mai. Le 6 mai, c'est proche du 8 mai. Qui sera férié, n'allez pas travailler ce jour-là. Aujourd'hui, je suis avec Amine Kostali. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Steve, Cool. ça va? Eh bien, ça va bien parce que je suis en vacances ce soir, donc c'est génial. Ça Donc tombe, la semaine ça tombe bien. prochaine, il n'y aura pas de 13-30, ce sera la semaine d'après, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, tu viens pour nous parler d'Azure Databricks, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Eh bien, écoute, tu peux lancer si tu veux. C'est bon pour moi. Ça marche. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'Azure Databricks, effectivement. C'est un sujet qui touche directement à la façon dont on traite, on transforme et on exploite les données à grande échelle dans le cloud Azure. Donc, on Mhm. commence. Voilà ce qu'on va voir ensemble. Du coup, on va commencer par comprendre ce qu'est Azure Databricks vraiment, pas juste dans la définition. Ensuite, on va rentrer dans C'est quoi Azure? l'architecture, les composants clés, et on va comparer Databricks avec les autres outils Azure que vous connaissez peut-être déjà, ADF, Synapse et Mhm. Microsoft Fabric. Et on va aussi parler de gouvernance et la sécurité, parce que c'est normal, les données, ça se protège. Et on finira avec une démonstration technique en live. Ok, cool. Azure Databricks, en fait, c'est quoi exactement? Tout simplement, c'est un service cloud hébergé sur Azure, créé en partenariat entre Microsoft et Databricks. Mhm. Concrètement, il sert à faire trois choses. Premièrement, en fait, traiter de très grande échelle ou bien très grande quantité de données, que ce soit des traitements en batch, c'est-à-dire différés ou en temps réel. En fait, Mhm. Databricks, en fait, ça gère les deux. Deuxièmement, c'est travailler en équipe dans des notebooks collaboratifs avec plusieurs langages, tels que Python, SQL, Scala ou bien avec langage R aussi. Tout le Mhm. monde peut travailler ensemble sur la même plateforme. Et troisièmement, c'est un pont entre l'ingénierie de données et data science. Databricks, en fait, ça permet de préparer et transformer les données pour la BI. Mais Ok. attention, en fait, Databricks, c'est de l'ingestion seulement et de transformation aussi. Mais par contre, le reporting, lui, en fait, se fait ailleurs dans des outils de data viz avec Power BI, par exemple. Ok. Mais en résumé, c'est le moteur de traitement de données le plus puissant dans l'écosystème Azure. D'accord. Maintenant, qu'on sait ce que c'est en fait, voyons comment ça s'organise. L'architecture Databricks, en général, en fait, repose sur trois grands piliers. Le premier, c'est l'ingestion. Ici, là, en fait, on collecte les données, que ce soit en batch ou en streaming, peu importe la source. Mhm. Le deuxième, c'est la transformation. Et c'est la transformation et le stockage. Les données brutes arrivent en fait, on les nettoie, on les normalise, on les enrichit. Et ça, en fait, ça se fait via Delta Lake avec plusieurs modèles. Mais là, en fait, c'est l'architecture. J'ai choisi en fait le modèle Midaïen, qu'on y revient juste après. Mhm. Et le troisième pilier, c'est la consommation. Une fois en fait les données prêtes, ils sont mis à disposition pour la BI ou bien pour l'IA et pour un partage en fait sécurisé avec les partenaires. En fait, et tout ça, ça se fait via des notebooks collaboratifs, ce qui permet aux équipes de travailler ensemble en temps réel et d'accélérer vraiment les projets data et Mhm. l'IA. Et chacun avec son langage, comme tu disais. Exactement. Là, en fait, on sait ce que c'est en fait Databricks. Là, on va rentrer un petit peu en fait dans les détails et on va parler sur les grands composants de Databricks. Et on commence par côté ingestion, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons d'amener les données dans Databricks. On peut l'orchestrer directement depuis Databricks avec des jobs, des workflows ou bien des Delta Lake Tables. On peut aussi utiliser ADF, Azure Data Factory, au Synapse pour l'orchestration plus classique avec d'autres services Azure. Pour le temps réel, on passe par Event Hub ou Load Hub.
En fait, c'est vraiment parfait pour les flux d'événements. Et il y a une fonctionnalité très, très pratique qui s'appelle Autoloader. Bah, ça surveille automatiquement un dossier et dès qu'un nouveau fichier ou bien un nouveau dossier arrive, bah, il ingère tout seul de manière incrémentale, bah, très utile en production. Et là, en fait, bah, ça évite ou ça diminue l'intervention manuelle. Mhm. Côté stockage, bah, le socle, c'est Azure Data Lake Storage Gen 2, c'est connu. Les données sont stockées en format Delta Lake, ce qui apporte la fiabilité des bases de données, transactionnelles bien sûr, et les fameuses transactions acides avec les performances d'un Data Lake. Et Ok. l'orchestration bah, se fait en zone bronze, silver et gold. Bah, c'est le modèle médaillon. La phase branche ou bien pardon, bronze, bah, c'est les données brutes telles qu'elles arrivent. Ça veut dire que les données, ils viennent, on le stocke directement dans bronze, sans transformation, sans rien. Mhm. La couche silver, bah, c'est les données nettoyées, structurées. Et c'est là, en fait, on fait la transformation. Et le gold, bah, c'est les données prêtes à consommer, optimisées pour la BI ou pour la data viz. Ok. Sinon, pour le côté cas d'usage, bah, Databricks couvre un spectre très large, analyse en temps réel, par exemple la détection de fraude, BI avec Power BI, machine learning et l'IA, et le partage sécurisé de données avec des partenaires externes. Maintenant, une question qu'on se pose souvent, en fait, pourquoi Databricks et pas un autre outil Azure? En fait, parce que on a plusieurs options. Il y a l'Azure Data Factory, Synapse, Microsoft Fabric et Databricks. Mais Mhm. en fait, là, le tableau suivant, il va nous montrer comment les distinguer simplement. Du coup, on commence par Azure Data Factory. Bah, c'est l'outil d'orchestration. Il déplace les données, et, il programme des pipelines, il connecte à différentes sources. C'est du low code, Mhm. dit qu'on on n'a pas besoin en fait de faire des codes. Et en plus, c'est pas cher. Et c'est facile à prendre en main. Dès que n'importe quel développeur en fait pourra l'utiliser. Et ne transforme, mais l'inconvénient, c'est pas l'inconvénient, mais il ne transforme pas les données lui-même. C'est ça en fait. Par contre, pour le Synapse Analytics, bah, c'est le Data Warehouse Cloud. Il est très fort en fait pour les requêtes SQL et le reporting analytique parce qu'en fait, il s'intègre bien avec Power BI, Ouais. mais limité pour la machine learning avancée. Ok. Pour Microsoft Fabric, ça c'est la plateforme unifiée de Microsoft, bah, il essaye de tout faire. L'ingestion, la gouvernance, temps réel, l'IA, bah, c'est puissant, mais en fait c'est plus cher. Et c'est encore en Ouais. maturation. D'accord. Mais par contre, notre champion Databricks, bah, en fait, bah, c'est fait pour le calcul complexe, nettoyage massif, machine learning et l'IA, et c'est du code first. En fait, c'est vrai que ça demande un peu de compétences techniques, bien sûr, mais c'est le Hmm. plus puissant de quatre pour ce type de tâches. Ouais. Quand tu commences à avoir des gros volumes de données, quoi, c'est ça? Exactement. Mais en pratique, en fait, ces outils se complètent plus qu'ils ne se concurrencent, bah, parce qu'en fait, l'ADF, c'est fait pour l'orchestrer, l'ADLS Ouais. pour le stockage et Databricks pour transformer et modéliser de gros volumes de données. Et c'est Hmm. souvent, en fait, comme ça qu'on les retrouve ensemble. Ok. Du coup, avant d'aller sur la démo, bah, un point important sur la gouvernance et la sécurité, bah, parce qu'en fait, travailler avec des données, c'est bien, mais les protéger, c'est indispensable. Du coup, on commence par le premier aspect, bah, c'est le contrôle d'accès. En fait, Databricks utilise unité catalogue qui est combinée avec des airbags et des ACL. Bah, ça veut dire qu'on peut définir très finement qui a le droit de voir quoi par rôle, par groupe et par objet de données. Le deuxième aspect, c'est la gestion des secrets. Parce qu'en fait, tous les mots de passe, les clés API, les credentials, bah, tout ça en fait est stocké dans Azure Key Vault, bah, qui Mhm. est intégré nativement à Databricks. Et aucun secret ne traîne dans le code ou dans les notebooks.
Parce qu'en fait, là, ça évite, ça, c'est pour renforcer la sécurité et pour éviter les fuites de données. Le troisième aspect, c'est le surveillance et monitoring. On utilise Azure Monitor et Log Analytics pour suivre ce qui se passe. Par exemple, les logs des jobs, les alertes en cas de problème et suivre les performances. Et on se situe en fait en temps réel avec ces outils. Mhm. Et le dernier aspect, bah, c'est la gestion des coûts. Bah, les clusters en fait s'adaptent automatiquement à la charge grâce à l'autoscaling. En fait, et on tag en fait les ressources pour suivre les dépenses par projet ou par Ouais, équipe avec cost management. Voilà ce qui concerne la démo. Là, on passe la présentation. Du coup, là, on passe à la démo. c'est parti. Et du coup, voilà en fait l'interface de Databricks. Du coup, Mhm. là, nous, on va aller directement sur notre job pipeline. Du coup, c'est notre job, new job, et dans task. Du coup, du coup, ce qu'on voit ici, en fait, c'est notre job, un pipeline avec trois tâches qui sont en chaîne dans l'ordre. Du coup, bronze, silver et gold. Ouais. Et c'est exactement en fait le modèle médaillon qu'on vous a pas présenté en fait là, Mhm. mais là en fait c'est en vrai en live. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir chaque notebook à part. Du coup, bah, je vous explique en fait ce qu'il fait et à la Ouais. fin, on va lancer le job complet en fait pour intégrer les données dans le Gold. Ok. Et qu'on commence par le notebook en fait de la branche. Dès qu'on dans le workspace, on va ouvrir en fait le notebook branche. Et que voilà, bah, ici en fait c'est simple. Bah, on a un fichier JSON en fait qui s'appelle Zoo. Mhm. D'ailleurs, bah, on va vous montrer en fait déjà c'est quoi le fichier. Ce que je fais, du coup, bah, on va ouvrir dans Notepad. Du coup, là, comme vous voyez, bah, ce fichier en fait a une structure un peu complexe. C'est normal, c'est un JSON. Du coup, Mhm. plusieurs niveaux imbriqués, bah, des tableaux dans des tableaux. Mais nous, en fait, notre objectif final, bah, c'est d'éclater en fait tout ça en table propre et exploitable. Mais ça, en fait, ça s'est fait au niveau de Silver. En bronze, du coup, pour l'instant, ou bien pour le notebook bronze, du coup, on le stocke le fichier tel quel. Du coup, au début, on va vérifier si le fichier est bien présent dans notre data lake. Après, on va lire le fichier à l'aide des Spark. Mhm. Et à l'aide des Spark SQL, on va supprimer les fichiers s'il existe Ouais. avant de le stocker dans notre Lakehouse, dans le schéma bronze et dans la table Zo. Ok. Du coup, là, il n'y a pas de transformation, il n'y a rien. On prend Ouais, le là, tu parles fichier, de on le tel stocke quel. euh, tel quel. Pour la partie Silver, du On coup, l'avait dit, là hein, le maintenant, bronze, c'est les données brutes telles qu'elles sont à l'entrée. exactement, sans transformation, sans rien. Mais maintenant, on passe à la transformation. C'est la branche Silver. Du coup, le JSON qu'on vient d'intégrer, bah, en fait, a une structure un peu imbriquée. Du coup, des objets dans des objets. Mais on ne peut pas l'utiliser tel quel pour faire l'analyse. C'est pour ça on passe par la couche bronze et on va exploser. Du coup, en anglais, c'est flatten. Du coup, pour créer trois tables, zoo, animal et habitat. Du coup, c'est Mhm. ça, en fait, l'objectif. Et l'idée, en fait, c'est extraire les trois tables. Du coup, la première, c'est la table zoo, en fait, qui contient, c'est simple, hein, bah, il contient l'identifiant du zoo, la ville et pays et l'État Mhm. aussi. La deuxième table, c'est là, en fait, où ça devient intéressant. Du coup, bah, parce qu'en fait, là, on extrait toutes les caractéristiques de chaque animal, bah, Ouais. l'espèce, le régime alimentaire, l'espérance de vie, liberté, est-ce qu'il est mâle ou bien femelle. Mhm. Et tout ça, en fait, on va le faire, on va envoyer dans JSON et ça devient en fait des colonnes exploitables. Ok. Et la dernière table, bah, c'est la table habitat. Bah, chaque animal, en fait, peut vivre dans plusieurs environnements. Du coup, on va l'éclater en ligne, les stacks, pour pouvoir analyser Mhm. séparément. Et bien sûr, à la fin de chaque transformation, on les stocke dans Lakehouse, Silver et la table concernée.
soit Ok. zoo animal ou bien habitat. Ok, Et donc pour là on a fait finir, nos premières transformations pour, en gros, on a nos données brutes et maintenant on les a un peu structurées pour pouvoir les utiliser, c'est ça? exactement. Et pour finir, en fait, la zone gold, bah, c'est le niveau le plus haut. En fait, la donnée là, la donnée prête à consommer. Du coup, on part par la table ou bien pour les tables silver et on va les enrichir avec quelques agrégats. Par exemple, là pour la table silver, du coup, ici, du coup, on va calculer ou bien on va ajouter le nombre total des animaux par zoo. En fait, c'est une info d'agrégation, c'est pour ça qu'on a AGG. Pour la table animale, il est là. Du coup, pour la table animale, du coup, on va calculer le poids moyen entre les mâles et les femelles. Mhm. Et pour la table, voilà, et pour la table habitat, bah, du coup, on a ajouté un indicateur. Bah, est-ce que l'animal vit dans plusieurs environnements ou pas? Du coup, c'est juste un vrai ou faux. Ouais. Et à la fin, bien sûr, on crée trois tables dans Gold qui seront prêtes à être analysées et qui sont optimisées et enrichies avec toutes les agrégations et les transformations nécessaires. Du coup, là, en fait, on va lancer notre job. Ouais. Combien d'enregistrements en source, tu sais? On a quelques lignes, hein. Bah, dans la table Habitat, on a 10 lignes. Ouais. Le maximum, c'est 20 lignes. Il y a pas D'accord. grand... Normalement, ça va prendre même pas 2 Ouais, ouais, minutes bah oui, maximum, ou une ça va minute. être rapide là, oui. C'est ça. Et du coup, là, on a lancé. Du coup, pour suivre le lancement, du coup, il faut venir ici. Du coup, Mhm. le status, c'est running. Du coup, Ah il oui. tourne. On peut rentrer pour voir, en fait, le lancement. Ok. Et vous voyez, en fait, les tâches s'exécutent dans l'ordre. Du coup, toujours, on Mhm. commence par le bronze, silver et le gold. Du coup, la bronze, c'est le fichier brut, transformation et les tables enrichies, transformées dans le gold, qui sont prêts à être Et analysées. t'as moyen de faire du pas à pas dans ton code pour Oui, bien sûr, éventuellement. Ouais, oui, on d'accord. peut lancer chacun à part, mais sans faire le cheminement, en fait, bronze, silver, gold. Non, Et non, ça, non, c'est je veux pour les dire, tests. dans ton code, par exemple Mhm, pour bronze, tu as un code de transformation là. Est-ce que tu mhm. as moyen de faire du pas à pas dans le code? Bien sûr, oui, Ouais, on peut le faire ça, oui. ouais. Et on peut suivre ici, hein. Du coup, là, dans le code Python, Mhm. du coup, là, en fait, elle va lancer du coup, la première étape. Du coup, il a bien trouvé le fichier et il a Ok, bien ok. stocké dans le brut. En fait, ça, c'est le fichier Mhm. JSON brut dans la table Zo. Ok. Du coup, là, il va passer à la deuxième étape, c'est l'étape Silver. Ah ah. Et tu vois, c'est rapide. C'est Oui, ça, en oui. fait, parce que là, on utilise des clusters derrière pour lancer les flux. Et c'est pour ça, en fait, Databricks est performant. Mhm. Et justement, on stocke ça sur des tables. On sait quel est le moteur derrière de cette base de données. J'imagine que c'est du SQL Server. Enfin, du SQL Non, Server spécial c'est Azure. Data Warehouse plutôt. C'est une base Data D'accord, d'accord. Warehouse. Ok, d'accord. Donc ensuite, tu peux le requêter comme tu veux, comme si tu requêtais un Exactement. Et maintenance on va le recruter classique. ensemble pour. C'est ça. Dans la prochaine étape, on va vérifier les données déjà. Normalement, Mhm. notre flux est terminé, hein. Voilà, il tourne encore. Voilà, est terminé. Il a pris 1h57. Une minute. Et on va 1 minute et on va vérifier dans le catalogue. Ouais, Du coup, qu'on voit ici, du coup, dans Lighthouse, du coup, on a bien dans la bronze, du coup, on a notre table Zo d'accord. qui contient en fait le fichier tel quel, sans transformation. Du coup, on peut Mhm. visualiser les données, simple data. Là, il faut activer le cluster pour visualiser. Là, ça prend quelques secondes rapidement. Et dans le gold, dans le gold, du coup, on a trois tables. En fait, c'est exactement en fait ce qu'on vient de vous expliquer. Trois tables qui sont déjà prêtes à être analysées avec n'importe quel outil de visualisation ou bien avec machine learning. Ouais. Du coup, on va regarder déjà. J'ai préparé quelques scripts pour visualiser les trois tables dans le Mhm. gold. Du coup, là, dans Editor SQL, on va choisir notre workspace. C'est Lighthouse, Gold.
Et là, on va lancer en fait pour visualiser un petit peu les données Ok, des trois tables. Voilà, du coup là, c'est la table animale. En fait, elle ok. contient les informations, le nom, le spacey, le moyen. Deuxième table, c'est Ah oui, d'accord. habitat. Je me Et la demandais pourquoi il y avait troisième deux table, éléphants, mais après c'est j'ai compris. c'est ça. Et le dernier table, c'est zoo. Hmm. Je pensais Et que animal c'était la classe animale et ensuite il y avait l'instance des animaux. Mais non, c'est directement les instances. Et voilà en fait ce qu'on voulait vous montrer. Bah, on part en fait d'un fichier JSON en fait qui est plus complexe. On l'a stocké dans la bronze en fait brute et on est Mhm. arrivé à trois tables Gold en fait prêtes à l'emploi, propres, enrichies et fiables. Hmm. Et c'est ça en fait la valeur d'Azure Databricks, en fait pas juste de traitement de données, mais en fait la maîtrise complète des flux. Et j'imagine que tu as des, des triggers qui te permettent de relancer C'est tes trucs ça, c'est ça, d'intégration et c'est ça. Et en si tu fait, veux. tout ça, en fait, c'est reproductible, hein. Là, ce job, on vient de lancer manuellement, mais on peut Mhm. créer, en fait, on peut le planifier. Et pour planifier, c'est simple, hein. Du coup, bah, on peut créer des triggers, des scheduling, et après, on va choisir, soit on peut lancer Hmm. chaque heure ou chaque jour ou chaque week-end. J'ai Et bien après, aimé, bah, j'ai vu dans les triggers qu'il y avait file arrival. C'est à chaque fois que le fichier arrive. J'imagine que le fichier d'entrée est modifié. C'est ça, c'est ça, ça doit déclencher, c'est sympa ça. exactement. Très Là, si sympa. c'est très sympa, oui. Là, on va créer en fait un trigger simple. En fait, là, Mhm. la configuration, c'est plus facile. Par contre, l'autre, en fait, ça va prendre un peu de temps. Et surtout pour lancer le cluster. Mais là, en fait, pour le créer, le schooling, et éviter, en fait, ça sera en fait zéro intervention manuelle, bah, c'est Ouais. facile. Des codons trigger et choisir en fait soit par heure, soit par jour ou par week-end. Et le paiement, il est au lancement des jobs, il est au stockage des données, c'est comment? C'est automatique. En fait, c'est grâce à autoscaling. En fait, dès qu'on lance en fait notre job, en fait, ça commence la facturation D'accord. parce qu'il y a un cluster derrière. Il dit en fait que le flux termine, il s'arrête automatiquement. Mais Hmm. il faut en fait activer l'option autoscaling. Ouais, d'accord, d'accord. Mais tu payes Normalement, aussi c'est par défaut. pour le stockage des données, non? Pour la volumétrie. Bien sûr, oui. Bah, il y a un D'accord. data warehouse derrière. Du coup, il faut en fait Ok. choisir déjà en fait la taille de data warehouse. Hmm. C'est à part. Ok. Voilà en fait pour la démo. Je pense qu'on a fait le tour. Ok. C'est bon pour toi, du coup, on est bon? Oui, c'est bon. Ben, j'ai fait la tour, on a lancé le job. Ah, tout fait. Là. Alors, la semaine prochaine, vous avez compris, les amis, je suis pas là, du coup, pas de 13h30, tout le monde est heureux, parce que je suis en vacances. Donc, on reprendra le mercredi 20 mai, et nous aurons du Codomerge. Codomerge, que je sais pas ce que c'est, mais apparemment, c'est du Azure DevOps Pull Request Agent, et ce sera avec Stéphane Lepers. Donc, attention, pas la semaine prochaine, mais le mercredi 20 mai à 13h30. Et voilà, ben, merci beaucoup, Amine, c'était bien intéressant. Merci Et à toi, puis, Steve. et puis on vous dit, À la prochaine. c'est ça, à dans 2 semaines. Salut. Salut.